Alors, que se passe-t-il vraiment quand quelqu'un doit de l'argent et qu'il ne paie pas? En France, la réponse est tout sauf simple. On va plonger ensemble dans les méandres du droit de l'exécution, un parcours semé d'embûches, aussi bien pour le créancier que pour le débiteur. La question de départ a l'air simple, non? Mais la réponse, c'est une autre histoire. C'est un véritable labyrinthe juridique. On va essayer de s'y retrouver ensemble, pas à pas. Tout part d'un problème finalement assez courant, une dette qui n'est pas remboursée. Et c'est là que commence ce qu'on peut vraiment appeler un parcours du combattant pour la personne à qui on doit de l'argent. Pour que ce soit bien concret, mettons-nous dans la peau de quelqu'un. Disons Alex. Alex, c'est notre créancier. On lui doit de l'argent et le débiteur, il fait la sourde oreille. Que peut faire Alex? Quelles sont ses options? On va le suivre. Alors, la première chose, le premier réflexe pour Alex, avant même de rêver de voir la couleur de son argent, c'est de s'assurer que le patrimoine de son débiteur ne va pas s'évaporer. L'urgence, c'est de bloquer, de geler les avoirs. On parle ici de mesures conservatoires. Attention, l'idée n'est pas de prendre l'argent tout de suite. Il s'agit vraiment de poser un cadenas sur les biens. C'est une mesure de sécurité, une garantie pour que le jour où il faudra payer, il y a encore de quoi payer. Mais voilà le truc. Le chemin qu'Alex va devoir emprunter dépend d'une seule chose. Mais cette chose, elle change absolument tout. La question clé, c'est est-ce qu'Alex a déjà en main une décision de justice, un jugement qui dit oui, on vous doit bien cet argent? Parce que vous voyez, avoir cette décision de justice, ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est comme avoir un pass VIP. Ça ouvre toutes les portes. Alex peut agir immédiatement, sans demander la permission à un juge. S'il n'a pas ce titre, par contre, il a encore des cartes en main, mais la partie devient beaucoup plus difficile. Et là, pour Alex, s'il n'a pas son fameux titre, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. La loi est hyper stricte. Il doit d'abord convaincre un juge, puis il a 3 mois pour agir, et ensuite 1 mois pour lancer la procédure de fond. S'il rate une seule de ces échéances, tout s'écroule. La mesure de protection saute et on repart à la case départ. Bon, imaginons qu'Alex ait réussi. Il a obtenu le droit de geler le compte en banque de son débiteur. On pourrait se dire « Victoire, c'est dans la poche ». Eh bien, pas si vite, car la loi a aussi prévu un bouclier, un vrai bouclier financier pour protéger le débiteur. Le problème, c'est ce concept qu'on appelle la fongibilité. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Sur un compte en banque, tout se mélange. L'argent du salaire, les allocations familiales, une aide au logement, tout devient une seule et même somme. Alors comment on fait pour isoler et protéger les sommes qui, par nature, ne peuvent pas être saisies? C'est là qu'intervient une règle juridique assez géniale, il faut le dire, le report d'insaisissabilité. En gros, le bouclier de protection dont on parlait, il suit l'argent. Une somme qui est insaisissable par nature, comme une pension alimentaire, elle garde son bouclier même après avoir atterri sur le compte et s'être mélangée au reste. Oui, mais ça a créé un sacré casse-tête pour les tribunaux. Une question qui a animé les débats pendant des années. D'accord, l'argent est protégé pour permettre aux débiteurs de vivre. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils ne le dépensent pas tout de suite, s'ils le mettent de côté sur un compte épargne? Est-ce que le bouclier disparaît? Pendant longtemps, la réponse est appuyée sur une très vieille maxime latine que les juristes adorent. En français, ça veut dire « là où la loi ne fait pas de différence, on n'a pas à en faire non plus ». En clair, le texte de loi dit que la somme est protégée. Il ne dit pas à condition qu'elle soit dépensée. Donc elle reste protégée, point. Le débat était vraiment là. D'un côté, ceux qui disaient « attendez, le but de cette protection, c'est la survie. Si ça devient de l'épargne, l'esprit de la loi n'est plus respecté. » Et de l'autre, ceux qui répondaient « la loi, c'est la loi. Elle parle d'un compte, sans préciser si c'est un compte courant ou un livret A. On s'en tient au texte, un point c'est tout. » Et le verdict final est tombé. La plus haute juridiction française a tranché en 2012. La protection est maintenue, même si l'argent est épargné. Le bouclier est donc incroyablement résistant, ce qui, pour notre créancier Alex, rend la récupération de son argent encore un peu plus complexe. Ok, on a parlé d'argent sur les comptes. Changeons complètement de décor maintenant. Imaginons qu'Alex soit propriétaire et qu'il fasse face à un locataire qui ne paie plus son loyer. Là, on entre dans la procédure la plus lourde, la plus dramatique, l'expulsion. Et là, la loi devient encore plus exigeante. Pour mettre quelqu'un dehors, il ne faut pas n'importe quel papier. Il faut un de ces fameux titres exécutoires particulièrement puissants. Soit un jugement, soit un accord de conciliation validé par un juge. Un simple acte notarié, même s'il constate la dette, ça ne suffit absolument pas. Le processus est très encadré. D'abord, un commandement de quitter les lieux. Si ça ne marche pas, le commissaire de justice tente l'expulsion. Mais attention, il ne peut pas forcer la porte. S'il y a un refus, il doit faire quelque chose de crucial. Il demande l'aide de la police. Et c'est là que tout bascule. Le problème, qui était privé, devient une affaire d'État. Et c'est là qu'on arrive à un retournement de situation assez fascinant, très typique du droit français. Le préfet, le représentant de l'État, peut dire non.
Non, je n'enverrai pas la police. Pourquoi? Parce qu'il peut estimer que cette expulsion risque de créer un trouble à l'ordre public. Alors Alex se retrouve le bec dans l'eau? Pas du tout. Et c'est là que le système est bien fait. Si l'État refuse d'exécuter une décision de justice, alors l'État doit payer. Il engage sa responsabilité. En gros, l'État dit « Je ne vous aide pas à récupérer votre bien pour l'instant, mais je vous indemnise pour le préjudice que ce retard vous cause. » Et ça nous laisse sur une question de fond, une vraie question de société. Quand le droit d'un propriétaire, validé par un juge, se heurte au devoir de l'État de maintenir la paix sociale, où se situe la justice? C'est le reflet de cet équilibre, toujours fragile, que le droit cherche constamment à trouver entre les intérêts privés et l'intérêt général.